Pour le deuxième bac, la décroissance radioactive. Les transformations chimiques se font au niveau des électrons d'un atome. C'est-à-dire, lors des réactions chimiques, les noyaux sont intouchables. Les transformations nucléaires se font au niveau du noyau d'un atome. Durant cette leçon et certaines autres leçons des programmes de cette année, nous allons utiliser deux fonctions mathématiques, la fonction exponentielle et la fonction logarithme, que vous allez étudier plus tard en maths. On vous donne ici un résumé de quelques opérations concernant ces deux fonctions. Donc, pour la première fois, on va précéder les maths. Mais on ne va pas utiliser toutes les propriétés des fonctions logarithme et exponentielle. Donc, ce qui nous intéresse sera noté sur les diapos suivantes. Donc, il suffit de les apprendre et plus tard vous comprendrez mieux lorsque vous étudierez ces deux fonctions en maths. Donc la fonction logarithme népérien, donc pourquoi népérien? Parce qu'il y a un autre logarithme décimal qui ne nous intéresse pas maintenant. La fonction logarithme népérien est notée f de x est égal à ln de x. Sa dérivée f' de x est égale, bon, on prend les notations qu'on utilise en physique, dln de x sur dx, c'est-à-dire la variation de ln de x en fonction de x est égal à 1 sur x. Soit une différentielle ou une variation de dln x est égale dx sur x. Donc si on trouve quelque part dx sur x, ça veut dire que c'est la dérivée d'une fonction logarithme. Donc le log ou le logarithme d'un produit est égal à la somme des logs. ln AB est égal à ln A plus ln B. Le log de la division, c'est la différence. ln A sur B est égal à ln A moins ln B. ln de 1 sur B est égal à moins ln B. Pourquoi? Parce que le ln de 1 est égal à 0. Donc si on applique l'équation précédente, on a ln de 1 moins ln de B. ln de 1 est égal à 0, ce qui nous donne moins ln de B. Donc il suffit d'apprendre ces trucs et surtout cette relation. La variation de dln x est égale à dx sur x. Fonction exponentielle. La fonction exponentielle est notée f de x est égal à e à la puissance x. La dérivée de exponentielle à x est égale, donc la même chose, d de e à x sur dx est égal à exponentielle à x, soit une variation de e de à x est égal à exponentielle à x fois dx. Donc on cherche toujours la variation en physique. Donc la variation c'est d. La fonction exponentielle est la fonction opposée de la fonction ln. Donc ça veut dire quoi? On a deux ensembles A et B. Le passage de A vers B se fait à l'aide de la fonction ln. Le retour à l'ensemble A se fait à l'aide de la fonction exponentielle. Donc ln et exponentielle sont des fonctions inverses. On revient à la fonction ou à l'ensemble initial. C'est comme la transformation chimique. On passe d'une réaction, d'un système
chimique à un autre par une réaction chimique. Donc on peut revenir au système initial en faisant intervenir la réaction inverse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les deux fonctions interviennent, on revient à l'ensemble initial. ln exponentielle x égale x. Bon, l'une élimine l'autre. Donc en maths, on note la fonction inverse f moins n de x. La fonction inverse de la fonction f de x est notée f moins 1 de x. Donc si on fait le produit des deux, ça nous donne 1. Donc ça, on revient à l'ensemble initial. Noyau radioactif rappelle de la composition des noyaux. Un atome est constitué d'un noyau et d'un nuage électronique. Bon, pour ce cours, le nuage électronique ne nous intéresse pas. La majorité de la masse d'un atome se trouve en son noyau. Bon, c'est pas intéressant pour nous maintenant. Un noyau est constitué de nucléons, protons et neutrons. Le nombre de nucléons est noté A, et il s'appelle le nombre de masse. Donc on a vu tout ça en tronc commun. Le nombre de protons est noté Z, il s'appelle le nombre de charges. Les neutrons ne portent pas de charge électrique. Le nombre de neutrons est noté N et vaut la différence entre le nombre de nucléons, c'est-à-dire l'ensemble des particules constituant un noyau, moins le nombre de protons. Le noyau d'un atome associé à un élément X est représenté par le symbole XZA. Donc on a un exemple là, le Z c'est 17, le A c'est 35, donc le N c'est la différence, 35 moins 17 ça nous fait 18. Donc on a 35 nucléons, 17 protons, 18 neutrons. Notion d'isotopie. Donc considérons les noyaux suivants. À quel élément chimique appartiennent les trois noyaux? Donc c'est visible, c'est le carbone. Détermine la composition des trois noyaux. Donc on a le nombre de nucléons, le nombre de protons et on déduit les nombres de neutrons. On appelle ce type de noyau des isotopes. On propose une définition de l'isotope en utilisant les termes atome, nombre de masse et nombre de charges. Les isotopes sont des atomes qui ont le même nombre de charges et un nombre de masses différent. Donc c'est visible sur le tableau. Les trois noyaux ont le même Z et des nombres de masses différents, ou bien des nombres de neutrons différents. Donc la différence des nombres de masse est due à une différence de nombre de neutrons. Deux noyaux isotopes ont le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents. Z identique, mais A différent. Les noyaux radioactifs. Le 1er mars 1896, le physicien français Henri Becquerel, sortant d'un tiroir obscur un échantillon de sel d'uranium stocké sur des plaques photographiques, découvre que ces derniers sont impressionnés et donc que ce sel émet spontanément un rayon pénétrant, même en l'absence d'excitation par la lumière solaire. Elle montre que cette faculté d'émettre des rayons est une propriété intrinsèque de l'élément uranium.
Elle les a appelés rayons uraniques. Bon, maintenant on n'utilise plus les plaques photographiques, puisqu'on utilise maintenant uniquement des appareils numériques. Mais avant, les pellicules ou les plaques photographiques étaient des trucs qui changeaient de structure lorsqu'ils sont exposés à la lumière uniquement. Donc en l'absence de lumière, elles ne changent pas. Bon, là, les plaques étaient dans un endroit sombre. Et les sels étaient sur ces plaques. Et pourtant, elle était impressionnée. Donc, devenaient les radiations qui ont impressionné les plaques, c'était bien sûr les sels d'uranium. Donc là, Becquerel a déduit que cette matière émettait des rayonnements intrinsèques. Bon, la matière en général, lorsqu'elle est exposée à la lumière, elle émet des rayonnements. Elle absorbe et émet. Mais là, il n'y avait pas de lumière et pourtant, les radiations sortaient de l'uranium. C'était quelque chose de nouveau. Au début de 1898, Marie Curie, physicienne française, commence un travail de thèse sur les rayons de Becquerel. Elle examine systématiquement un grand nombre de composés chimiques et minéraux et découvre que les minéraux d'uranium comme le pitchblende émettent plus de rayonnement que l'uranium lui-même. Elle déduit de ce fait remarquable que ces substances contiennent en très petite quantité un élément beaucoup plus actif que l'uranium. C'est alors que Pierre Curie, son mari, joint ses efforts à ceux de sa femme. Elle parvient à isoler l'élément inconnu, le polonium, et en déterminer les propriétés. À cette occasion, Marie invente le mot radioactivité. Bon, là, Marie Curie et son mari ont découvert une autre substance qui émettait des rayonnements et ont appelé ce phénomène la radioactivité. Depuis 1920, Ernest Rutherford émet l'hypothèse de l'existence de neutrons. Et en 1932, date à laquelle James Chadwick la démontre, le noyau de l'atome est bien connu. Aux côtés des neutrons cohabitent de manière stable des protons, particules positives, que les interactions électriques doivent en principe se faire repousser, mais une autre force plus intense, n'agissant qu'à courte distance, assure la cohésion des noyaux, l'interaction forte. Si les protons ne peuvent pas en général quitter le noyau, on le doit à cette interaction forte qui crée une barrière. Selon leur composition, certains noyaux qualifiés de radioactifs ou d'instables sont capables de se désintégrer en émettant une particule. Bon, la structure de l'atome a été déduite que durant le XXe siècle. Donc avant, on faisait des hypothèses. Depuis des siècles, on faisait des hypothèses sur la structure de la matière. Et c'est en 1920 qu'on a introduit l'hypothèse de l'existence de neutrons. Donc les protons portent des charges
positif et normalement les charges de même nature se repoussent. Là, le noyau contient des charges positives qui cohabitent. Donc normalement, ils doivent se repousser. Donc, activité 2, quelle est la nature de la charge électrique d'un proton et la charge d'un neutron? Pourquoi les protons cohabitent-ils dans un noyau? Le proton porte une charge positive et le neutron est électriquement neutre. Les protons cohabitent parce qu'il existe une interaction forte qui s'oppose à la répulsion électrique. Donc c'est l'interaction forte qui empêche la désintégration des noyaux. Que signifie le terme rayonnement? Rayonnement, c'est l'émission d'ondes. Comment Becquerel a-t-il découvert que les sels d'uranium émettent des rayons invisibles? Becquerel a découvert accidentellement les rayons invisibles lors de l'impression de plaques photographiques. En quoi consiste l'activité radioactive? Comment peut-on détecter une matière radioactive? L'activité radioactive consiste en la désintégration de noyaux instables et l'émission de particules. On peut les mettre en évidence en utilisant des plaques comme Becquerel. Plaques photographiques, bien sûr. Quels sont les deux noyaux radioactifs identifiés aux limites de 1998? Bon, les premiers noyaux radioactifs découverts sont l'uranium et le polonium. Est-ce que l'interaction forte stabilise tous les noyaux? Non, certains noyaux sont instables, donc l'interaction forte ne peut empêcher leur désintégration. Conclusion, un noyau radioactif est capable de se désintégrer spontanément en un autre noyau en émettant une particule. Donc on a le noyau d'origine qu'on appelle noyau père, qui donne un noyau fils plus une particule. Donc ça est égal à la somme des deux. Le diagramme NZ. Donc, on a classé tous les atomes au noyau connu dans un diagramme qu'on appelle le diagramme NZ. Donc, le nombre d'atomes existants est environ 1500 types d'atomes, alors que les éléments chimiques ne dépassent pas sont environ 90. Donc le reste sont des isotopes. On a 90 atomes d'origine, les autres sont des répliques, les isotopes. Donc environ 1400 atomes qui ne sont pas d'origine, si on veut. Bon, les atomes qui sont stables sont dans la bande rouge. Les autres sont des atomes ou des noyaux instables. Donc on va étudier les 4 zones rouge, ou plutôt les 4 zones, c'est ça. La zone rouge, la zone bleue, la zone verte et la zone orange. On a 4 zones qui ont des comportements différents. Zone de stabilité.
Le diagramme NZ possède plusieurs zones, dont une centrale en rouge appelée zone de stabilité et qui correspond au noyau stable, qui ne se désintègre pas spontanément. Bon, elles peuvent être désintégrées, mais artificiellement. Jusqu'à Z est égal à 20, donc un nombre de protons est égal à 20, cette zone est stabilisée de stabilité contient la droite d'équation Z est égal à N, c'est-à-dire on a un même nombre de neutrons et de protons. Ces noyaux stables ont souvent autant de protons que de neutrons. Pour Z supérieur à 20, la cohésion des noyaux n'est assurée que si celui-ci contient plus de neutrons que de protons. Cela se traduit par un déplacement de la zone de stabilité en dessous de la droite Z est égal à N. Nature de la radioactivité. La radioactivité, c'est la manifestation spontanée d'une réaction nucléaire dans laquelle un noyau radioactif appelé noyau père se désintègre en un autre noyau appelé fils et émet une particule. Donc on a déjà dit ça. Loi de conservation. La radioactivité, comme toute réaction nucléaire, obéit à la loi de conservation appelée loi de Soddy. Principaux types de désintégration. On distingue trois catégories de noyaux radioactifs selon leur position par rapport à la zone de stabilité. Les noyaux lourds, N et Z très grands, ils ont un excédent en nucléons et ont tendance, afin de se rapprocher de la zone de stabilité, de se désintégrer en émettant des noyaux d'hélium He2-4 appelés particules alpha. On dit que ces noyaux sont radioactifs alpha. Les noyaux situés en dessous de la zone de stabilité, elles possèdent un excédent de neutrons et ont tendance à émettre des électrons, appelés β-. On dit que les noyaux sont radioactifs β-. Les noyaux situés au-dessus de la zone de stabilité, elles possèdent un excédent de protons et ont tendance à émettre des positons appelés particules β+. On dit que ces noyaux sont radioactifs B+. Donc positon, c'est l'opposé d'électron. Donc c'est un électron qui a une charge positive. Loi de Soddy. Lors de la réaction nucléaire, il y a conservation de la charge électrique et du nombre de nucléons. Donc on a une réaction XZA qui est dans un noyau fils YZ'A' et une particule PZ seconde A seconde. Donc on a une conservation de nombre de particules ou de nucléons. Donc le nombre total de départ est égal à la somme des deux en fin de réaction. La même chose, Z est égal à Z' plus Z seconde. Donc il y a conservation de nombre de nucléons et de nombre de charges. Exemple, on a Fr 87-205 qui donne AT 85-201 plus He2-4. Donc là, les 205 sont égales à 201 plus 4. Et les 87 sont égales à 85 plus 2. Donc c'est une loi très simple à retenir. C'est la loi de Soddy. La radioactivité alpha. Considérons la réaction nucléaire modélisée par PO, polonium 84-210, qui est dans le plan 82-206 plus une particule
P. Par application de la loi de Soddy, détermine la valeur de A et Z. Donc 210 est égal à 206 plus 1, 84 est égal à 82 plus Z, ce qui nous donne A est égal à 4 et Z est égal à 2. En utilisant le tableau périodique des éléments chimiques, détermine la nature de la particule P. Donc le tableau périodique, on a Z est égal à 2, donc c'est l'hélium. Donc la particule produite, c'est la particule alpha de 4He. Définir la radioactivité alpha. La radioactivité alpha correspond à la désintégration d'un noyau accompagnée d'une émission de noyaux d'hélium. La radioactivité β-. Considérons la réaction nucléaire modélisée par l'équation CO2760 qui donne Ni2860 plus une particule. Par application de la loi de Soddy, détermine les valeurs de A et Z. Donc A est égal à 0 et Z est égal à moins 1. Donc masse nulle et charge est égal à moins 1. En te basant sur la valeur de Z et de A, détermine la nature de la particule P. Donc masse nulle et charge est égal à moins 1, ça correspond à un électron. Compare le nombre de protons et le nombre de neutrons des noyaux pairs et des noyaux fils. Donc le noyau pair a 27 protons et 33 neutrons. Le noyau fils a 28 protons et 32 neutrons. Donc on constate un ajout d'un proton et la disparition d'un neutron. 27-28, c'est-à-dire le noyau fils a un proton de plus, mais elle a un neutron de moins. En quoi consiste donc la transformation étudiée? On constate que l'apparition des noyaux fils est accompagnée par la transformation d'un neutron en un proton. Donc l'équation nucléaire, le neutron qui se transforme en proton. Donc par application de la loi de Soddy, donc on a là la somme des charges est égale à 0, donc on doit ajouter quelque chose qui nous donne une somme nulle. Donc on a 1, donc on a besoin d'un moins 1. A n'a pas changé. 1, 1. Donc la particule doit avoir un nombre de masse nul. Donc c'est un électron. Donc un neutron s'est transformé en proton en émettant un électron.
La radioactivité β- correspond à l'émission d'un électron E-1,0 appelé particule β-. Cette transformation est due à la conversion d'un neutron du noyau en un proton et l'émission d'un électron. La radioactivité β+, donc on considère l'équation, on a à peu près les mêmes questions, donc on va passer directement aux solutions. Par application de la loi de Soddy, détermine les valeurs de A et Z. En te basant sur les valeurs de Z et A, détermine la nature de la particule P. Compare les nombres de protons, etc. En quoi consiste la transformation? On exprime la transformation en utilisant les symboles utilisés. Bon. La radioactivité β+ correspond à l'émission d'un positron E10 appelé particule β+. Donc c'est l'opposé de β-. C'est maintenant le proton qui se transforme en neutron. Donc un proton dans un neutron plus un positron. La désexcitation gamma. À la suite d'une désintégration alpha au bêta, le noyau fils Y peut être dans un état plus énergétique que son état fondamental, stable. Il se trouve alors dans un état excité noté YZA étoile. Donc l'excitation, on utilise le symbole étoile pour l'indiquer. Le noyau ne pouvant perdurer dans cet état excité, elle va se désexciter en perdant de l'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique afin d'atteindre son état fondamental. Ce rayonnement électromagnétique de longueur d'onde très faible, lambda inférieur à 1 ppm, 1 picomètre, transportant de l'énergie perdue par le noyau par l'intermédiaire d'une particule appelée photon, gamma, est symbolisé par l'équation donc noyau excité qui donne noyau stable plus rayonnement gamma. Famille radioactive. À la suite d'une désintégration, un noyau père s'est transformé en un autre noyau, le noyau fils. Ce dernier peut être stable ou radioactif. Dans ce dernier cas, il se désintègre à son tour en un nouveau noyau, et ce jusqu'à ce que l'on obtienne un noyau stable. L'ensemble de ces noyaux est appelé la famille radioactive des noyaux de départ. Exemple, famille radioactive de l'uranium 235. Donc l'uranium 235 va au départ donner thorium, etc. Puis ce dernier va donner le Pa va donner le AC va donner le
TH et en même temps il peut donner le FR. Le TH donne le RA, de même pour le FR peut donner le RA. Le RA donne le RN. Le RN donne le PO, polonium. Le polonium donne le plomb 211 qui n'est pas stable. Le plomb 211 va donner le bismuth 211. Et le bismuth va donner le tétanium 207. Et ce dernier va donner en fin de compte le plomb stable. Donc on est parti d'un noyau instable pour atteindre un noyau stable, le plomb 207,82. La transformation ne s'est pas faite directement, on est passé par plusieurs transformations. Donc l'ensemble de ces noyaux forme ce qu'on appelle la famille des noyaux uranium 235. 3. La décroissance radioactive. 3.1. Caractère aléatoire des désintégrations radioactives. La radioactivité est un phénomène aléatoire. Il n'est pas possible de prévoir à l'avance la date de désintégration d'un noyau, ni de modifier les caractéristiques de ce phénomène. Donc le phénomène n'est pas continu, il se fait de manière aléatoire et spontanément. Activité d'un échantillon radioactif. Soit le nombre de noyaux radioactifs d'un échantillon. Donc au départ on a n noyaux. À la date t, un certain nombre n de noyaux seront désintégrés. Il restera un nombre n' égale n moins n, soit une variation. Donc la variation prend la fin moins le départ. Donc à la fin on a n moins n. Au départ on avait n, ce que nous donne moins n. La variation est égale moins n. D'où une variation en fonction de temps est égale 1 sur delta n est égale moins delta n sur delta t. On appelle ce rapport activité de l'échantillon. C'est comme la vitesse. C'est la variation en fonction du temps, c'est-à-dire la vitesse de désintégration. La vitesse, on la définit par d de x sur dt, x étant la longueur, là. On a la variation des nombres de noyaux en fonction du temps. Donc on l'appelle activité d'un échantillon. On appelle activité A majuscule ou A minuscule d'un échantillon radioactif le nombre de désintégrations qui se produit par seconde. Donc si on prend delta t est égal 1, une seconde, on aura A est égal delta n. Donc c'est le nombre de désintégrations par seconde. L'activité se mesure en becquerel, BQ. Un becquerel correspond à la désintégration, à une désintégration par seconde. Pour de très faibles variations de temps, donc on l'a vu pour d'autres cours, c'est le temps est infiniment petit. Au lieu de delta, on utilise le t. Le delta et le t indiquent la variation. Donc on a une faible variation de n par rapport à une faible variation de temps. Donc l'activité c'est dn sur dt. Loi de décroissance radioactive. Introduction. Les études statistiques, donc on a vu que l'activité nucléaire n'est pas, c'est un phénomène aléatoire, donc elle n'est pas continue, donc on ne peut pas représenter la désintégration par une fonction mathématique. Donc on passe aux statistiques.
on note et on va utiliser les probabilités, etc. Donc là, on utilise les statistiques. L'étude statistique d'un échantillon a démontré que le nombre de noyaux désintégrés moins dn dt est proportionnel au nombre de noyaux et à la durée de désintégration. Donc les études ont montré ça, on ne va pas le démontrer non. Donc lorsqu'on dit une proportionnalité, on a y est égal à x, donc on a dnt est égal à lambda nt fois dt. Donc dt, il faut enlever les parenthèses. Bon, l'étude théorique ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'équation finale. Donc, en fin de compte, on a dn sur dt est égal à moins lambda dt. Rappelez-vous de cette relation d1 sur nt. Ça vous rappelle quoi? Donc, on l'a vu au départ. C'est la dérivée de la fonction ln. Donc, on peut écrire d ln n est égal à moins lambda dt. En enlevant les t, on aura ln de n est égal à lambda t. Donc on peut écrire dln nt est égal à moins lambda dt. D indique la variation, donc la variation de ln est égale à la variation moins lambda fois la variation de t. Donc on peut enlever les t et on aura ln nt est égal à moins lambda t, mais on doit ajouter une constante parce que la variation d'une constante est égale à 0. Donc vous allez voir tout ça en maths plus tard lorsque vous étudierez les intégrales. Donc en fin de compte, on a ln est égal à moins lambda t plus constante. Il faut déterminer la valeur de la constante. Donc en physique en général, on utilise les conditions initiales. Donc à t0, on avait un nombre est égal à n0. Donc on remplace. Donc ln de n0 est égal à moins lambda t égale 0 plus la constante. Et on déduit que la constante vaut ln de n0. D'où ln de n est égal à moins lambda t plus ln 0. Ou ln de n moins ln de n0 est égal à moins lambda t. Or, on a vu que le ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Donc, on applique cette relation-là. On a ln de n sur n0 est égal à moins lambda t. Donc là, on cherche le nombre n directement. Donc, on doit avoir n est égal. Donc, pour éliminer le ln, on fait quoi? On fait intervenir la fonction inverse exponentielle. Donc, on l'a fait intervenir sur les deux membres de l'égalité. Donc, exponentielle ln n sur n0 est égal à exponentielle moins lambda t. Donc, e ln s'élimine parce qu'on a la fonction inverse, et il nous reste 1 sur n0 est égal à exponentielle moins lambda t. Donc, c'est l'essentiel qu'il faut retenir, c'est cette relation finale. Le reste, vous pouvez l'oublier pour l'instant, puisque vous n'avez pas encore étudié le log et l'exponentiel. Vous pouvez l'oublier pour l'instant, mais il faut les retenir pour que prochainement,
vous pourriez par vous-même atteindre cette relation finale. Le nombre de noyaux NT d'un échantillon radioactif suit la loi de décroissance radioactive. Donc on a NT égale N0 exponentielle moins lambda T. NT, c'est le nombre de noyaux non désintégrés à la date T. N0, le nombre de noyaux non désintégrés à la date T égale 0, donc le nombre de noyaux de départ. Lambda, c'est une constante qu'on appelle constante radioactive des noyaux considérés. Elle s'exprime en seconde moins 1. Donc c'est l'essentiel à retenir. La démonstration n'est pas nécessaire. La constante de temps. On appelle constante de temps l'inverse de la constante radioactive. Taux est égal à 1 sur lambda. Elle est exprimée en secondes, puisque lambda est exprimé en seconde moins 1, taux est exprimé en secondes. D'où la nouvelle expression de la loi de décroissance. Donc on a remplacé lambda par 1 sur taux. Donc on a nt égale n0 exponentielle moins t sur taux. Quel est l'intérêt de l'introduction d'une telle grandeur, taux? Donc prenons t est égal à taux. On a n taux est égal à n0 exponentielle. On remplace t par taux, donc on a taux moins taux sur taux, ce qui représente exponentielle moins 1. Vous pouvez calculer l'exponentielle moins 1, vous trouverez 0,37. Donc, à la date t est égal taux, il ne reste que le 1 tiers, environ le 1 tiers des nombres initiales. Les 2 tiers seront désintégrés. Donc, c'est une date intéressante. Date au bout de laquelle les 2 tiers des noyaux d'un échantillon sont désintégrés. C'est la constante de temps, soit le nombre de noyaux désintégrés. Donc, taux représente la durée nécessaire pour la désintégration d'environ 2 tiers des noyaux de l'échantillon. Donc, on va introduire maintenant une autre grandeur qui est la demi-vie. On note un demi la durée nécessaire pour la désintégration de la moitié des noyaux d'un échantillon radioactif. Question 1 rappelle l'expression de la loi de décroissance radioactive. Donc on vient de la voir, nt est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Exprime nt 1,5 en fonction de n0. Donc n t 1,5 est égal à n0 exponentielle moins lambda t 1,5. Or, n t 1,5 c'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux d'un échantillon sont désintégrés. Donc il ne reste que la moitié, c'est-à-dire n0 sur 2. Donc on remplace n0 sur 2 est égal au 1,5 de n0 est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Démontre que t1,5 est égal à ln sur 2, ou plutôt démontre que exponentielle moins lambda t1,5 est égal à 1,5. Donc il suffit de réduire les n.
Donc on a 1 demi exponentielle moins démontre que T1 demi est égal à ln sur lambda. Donc on va introduire, en introduisant la fonction inverse à ln, on obtient. Donc la fonction inverse à ln c'est exponentielle. Donc là, on a le ln et l'exponentielle, donc ils vont s'éliminer. Il nous reste moins lambda t1 demi est égal à ln de 1 demi. On passe le moins de l'autre côté. On aura moins ln de 1 demi qui est égal à ln de 1 moins ln de 2. Donc ln de 1 est égal à 0. Il nous reste ln de 2. Soit t1 demi est égal à ln de 2 sur lambda. Le carbone 14 a une demi-vie égale à 5730 ans. Calcule en seconde moins 1, à la puissance moins 1 bien sûr, la constante radioactive du carbone 14. Déduis la valeur de la constante de temps. Donc on a T1 demi est égal à ln sur 2, soit lambda est égal à ln sur T1 demi. T1 demi est égal à 5730 ans qu'ils font convertir en secondes. Donc la conversion nous donne 1,91 10 à la puissance 11 secondes. On remplace. Le 10 à la puissance 11 monte et devient 10 à la puissance moins 11. Et le calcul nous donne lambda égale 3,83 10 à la puissance moins 12 secondes moins 1. La constante des temps, c'est l'inverse de lambda, et ça nous donne taux est égal à 2,61 10 à la puissance 11 secondes. Donc je rappelle que le taux c'est la durée au bout de laquelle les 2 tiers environ des noyaux sont désintégrés. Donc il faudra 2,61 10 à la puissance 11 secondes pour que les 2 tiers des noyaux de carbone 14 soient désintégrés. Donc T1 demi est égal à ln 2 sur lambda, ou puisque 1 sur lambda est égal à taux fois ln2. Détermination graphique de taux lambda et T1 demi. Donc là, on a la forme de la courbe de décroissance radioactive. Nt est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Donc c'est cette forme qu'aura la courbe de décroissance radioactive. Donc pour déterminer le T1 demi, on a le n0. Donc on va chercher là sa moitié qui est là de 300, n0 sur 2. On projette sur la courbe, puis sur l'axe des temps, et ça nous donne le T1 demi qui est de 200 secondes dans ce cas. Pour la détermination de lambda, donc on peut démontrer que la dérivée de cette fonction, en étudiant la dérivée de cette fonction, on démontre que la dérivée à l'origine nous donne directement la valeur
de lambda. Donc la dérivée, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe. Donc on trace la tangente à la courbe à l'instant t0 et ça nous donne directement la valeur de lambda. Donc taux, il suffit de calculer l'inverse de lambda. Un taux égal 1 sur lambda. Donc on peut déterminer graphiquement les trois constantes. Expression de l'activité d'un échantillon. On rappelle que l'activité aux vitesses des intégrations, on rappelle que l'activité d'un échantillon radioactif représente la variation du nombre de noyaux radioactifs dans cet échantillon en fonction de temps. A est égal moins dn sur dt. On a n est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Donc on va dériver cette fonction. La dérivée d'un produit est égale je rappelle, la dérivée de AB est égale, A fois P est égale à la dérivée de A multiplié par P plus la dérivée de P multiplié par A. Donc on a la dérivée de cet ensemble est égale à la dérivée de N0 qui est une constante, donc il vaut 0. Il nous reste N0 fois la dérivée de l'exponentielle. Donc on a vu au départ que la dérivée de l'exponentielle, il suffit de descendre ce qui est à côté de la variable, donc moins lambda. Donc moins lambda là. On doit descendre moins lambda, c'est pas lambda. Donc moins lambda, N0 exponentielle en lambda t. Bon, j'ai oublié le moins. On avait moins la dérivée, donc c'est plutôt lambda. Donc j'ai oublié le moins. Donc on descend le moins lambda avec le moins, ça devient plus. Il nous reste le lambda N0 exponentielle moins lambda t. Or, N0 exponentielle moins lambda t, c'est nt. Donc ça nous donne lambda nt. L'activité est égale lambda nt. De même, à l'origine, on a A0 est égal lambda N0, ou A est égal à A0 exponentielle moins lambda t. A0, c'est l'activité à l'instant t égale 0. Quatre effets biologiques de la radioactivité. Incidence des rayonnements ionisants. La radioactivité est accompagnée de l'émission de particules de haute énergie. Ces particules sont capables d'arracher des électrons aux atomes qu'elles rencontrent. Ces derniers ionisés sont particulièrement réactifs avec les molécules qui les entourent, comme par exemple les molécules d'ADN des cellules vivantes. Une molécule d'ADN modifiée peut être l'origine d'une cellule cancéreuse. Donc l'exposition aux radiations entraîne en général un cancer. Donc on vient de voir pourquoi. Les particules émises ont une grande vitesse, donc lorsqu'elles rencontrent des molécules, elles arrachent des électrons. Donc si on fait varier le nombre d'électrons, on a une ionisation. On a un ion.
Donc ces ions sont très réactifs, donc ils interagissent avec leur environnement. Et la structure de l'ADN change, donc on a une cellule différente des cellules naturelles. C'est ce qu'on appelle un cancer. Donc comment se protéger pour les particules alpha? Il suffit d'une feuille d'aluminium. Pour les particules bêta, il faut une certaine épaisseur de plexiglas, donc ça arrête. Mais le problème, c'est avec les radiations gamma qui traversent tout. Donc il faut un fort blindage de plomb pour empêcher la pénétration de ces rayonnements. La radioprotection. Donc les gens qui sont exposés doivent prendre des précautions. Donc la radioprotection étudie ce domaine. Les usages médicaux de la radioactivité. Certains noyaux radioactifs sont utilisés comme source de rayonnement pour l'imagerie médicale, radiographie et scintigraphie. Dans le cas de la scintigraphie, une source radioactive est administrée au patient. Cette source est choisie pour son aptitude à migrer vers les parties du corps que l'on veut examiner, organes particuliers, vaisseaux sanguins, etc. Les rayonnements émis par la source et ensuite enregistrés et permet de donner de cette partie du corps une image riche en informations. La faible demi-vie de l'élément administré impose la proximité entre les lieux de soins médicaux et les lieux de production de cet élément. Donc on a dit que les noyaux radioactifs émettent spontanément des rayons. Donc lorsqu'on administre une substance radioactive à un patient, son corps émet des radiations. L'enregistrement des radiations permet d'avoir des images. Application de la radioactivité à la datation, le carbone 14. Le carbone 14 a une activité nucléaire qui est modélisée par l'équation. Donc il a une activité bêta-. La proportion de carbone 12 plutôt stable et de carbone 14 reste constante dans les organismes vivants. Cette constante est due au échange de l'organisme avec le milieu extérieur, nourriture, respiration, etc. À la mort de l'organisme, le nombre d'atomes de carbone 14 commence à diminuer. Et c'est cette caractéristique qu'on utilise pour dater les fossiles. La demi-vie du carbone 14 est 5730 ans. Donc, pendant toute notre vie, la proportion de carbone 14, carbone 12 reste constante parce qu'on mange, on respire, etc. Mais à notre décès, le nombre d'atomes de carbone, puisqu'il n'y a plus d'échange, le nombre de carbone 14 commence à diminuer. Donc si on peut déterminer le nombre à une date donnée, on peut déduire la date des décès. Datation carbone 14. À l'aide d'un compteur Geiger, on mesure l'activité T de l'échantillon étudié. Disons qu'on a un fossile, on étudie son activité, ou plutôt on mesure son activité à l'aide d'un compteur Geiger.
Avec le même compteur, on mesure l'activité d'un échantillon de même nature, mais encore vivant. Cette activité correspond à l'activité de l'échantillon étudié à l'instant de son décès, qu'on prend comme origine des dates. On la note T0, donc l'activité est notée à 0. Par exemple, on a une momie, donc on mesure son activité, l'activité de carbone 14, et puisque la momie appartient aux êtres humains, il suffit de mesurer l'activité chez un être vivant. On aura le A0. Donc on a le AT et le A0. Donc on a AT égale A0, on a le AT et le A0. Donc on applique la relation de décroissance. Donc on a AT sur A0 est égal exponentielle moins lambda T. On cherche le T. Donc il faut éliminer l'exponentielle. Donc comment éliminer l'exponentielle? En introduisant la fonction inverse, qui est le ln. Donc on a le ln de AT sur A0 est égal à ln de exponentielle moins lambda T. Donc là, on a la fonction et la fonction inverse, donc ils s'éliminent. Il nous reste en fin de compte ln de AT sur A0 est égal à moins lambda T. Si on veut éliminer le moins, il suffit d'inverser là. ln de AT sur A0 est égal à ln de AT moins ln de A0. Et on inverse, on obtient en fin de compte T est égal à 1 sur lambda A0 sur AT. T, dans ce cas, représente la durée entre la mort de l'espèce formant l'échantillon et la date de la mesure de son activité radioactive. Donc, la datation carbone 14 ne peut s'appliquer qu'aux êtres vivants, parce que à leur décès, le nombre de carbone 14 commence à diminuer. Mais si on veut dater des trucs non vivants, comment faire? Pour dater des échantillons plus vieux des roches, par exemple, on utilise des noyaux de demi-vie plus longs comme l'uranium 238. L'utilisation de cet isotope de demi-vie 4,468 10 à la puissance 9 ans, c'est-à-dire 4 milliards d'années, 4,5 milliards d'années, a permis d'estimer l'âge de la Terre à 4,55 milliards d'années. Donc comment faire? C'est surtout le problème se pose pour la détermination des A0, parce que le A, on le mesure à l'aide d'un compteur GGR. Donc le problème se pose au niveau des A0. Donc, lorsque la composition initiale de l'échantillon en éléments radioactifs ne peut être connue, on préfère des méthodes comparant l'évolution simultanée de deux types de noyaux différents. Exemple, l'uranium dans des plans, donc on l'a vu sur la... Donc, en étudiant le nombre de noyaux d'uranium restants et le nombre de noyaux de plomb formés, on peut déterminer le N0 initial. Comme cela, on peut déduire l'activité ou l'âge